C'est bon? Tunaangalia. Ah, c'est bon. C'est bon? Alors, bonjour à tous. Facebook FM, soucieux que ce qui se passe au pays soit compris par le plus grand nombre, notamment ceux qui ne parlent pas comorien, comme les Comoriens de la diaspora, euh, va diffuser une émission en français au moins 2 fois par mois. La fréquence donc sera de 2 fois par mois. Abdallah Abdou Hassani a sollicité plusieurs journalistes de langue française dont moi. Et pour cette fois, nous accueillons Madame Nadia Tourki, experte internationale et membre active de la société civile. Madame Nadia Tourki, bonjour. Bonjour. Alors, si vous deviez vous présenter aux internautes qui nous suivent en quelques mots, que diriez-vous exactement sur vous? Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être que pour être un peu court, je dirais je suis une ancienne fonctionnaire du système des Nations Unies, dans lequel j'ai passé 25 ans. 25 ans de carrière. Dans ces 25 ans, j'ai travaillé 15 ans aux Comores et 10 ans à l'extérieur, essentiellement sur le continent africain. Donc, j'ai travaillé ainsi au Congo, en République démocratique du Congo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Je suis rentrée depuis 8 ans maintenant, depuis 2015. Je travaille à mon propre compte en tant que consultante indépendante. Et je suis également active dans plusieurs organisations de la société civile. D'accord. Alors, pour en venir aux faits, vous étiez justement en 2019, lors de la crise post-électorale qui a vu la reconduite de M. Azali Assoumani au pouvoir, en tant que militante du colonel Mohamed Soalihi dit Campagnard. Alors, vous étiez inculpée. Où en est ce dossier? Est-ce que vous êtes libre? Et surtout, est-ce que vous vous sentez libre? Je me sens libre, mais parce que la liberté, c'est d'abord dans la tête. Est-ce que je suis libre? Je ne sais pas. On a été un certain nombre de personnes qui avons soutenu les candidats donc, de l'époque qui avons été inculpés depuis 2019. Il n'y a eu aucune instruction qui a été engagée. Il y a eu des restrictions qui nous avaient été imposées par un contrôle, par une ordonnance de contrôle judiciaire. Et là, on a depuis quelques semaines, on nous a informé qu'il y a une main levée de ces restrictions. Voilà, on n'en sait pas plus. Logiquement, on devrait bénéficier de non-lieu vu que apparemment, toutes les charges qui ont été annoncées n'ont manifestement pas été prouvées. Donc, mais bon, on n'a pas vraiment d'informations. Nos avocats non plus n'ont pas d'informations précises. Donc, il est difficile de se sentir libre dans ce contexte. Mais bon, comme je le disais, la liberté, c'est d'abord dans la tête. Donc, j'agis comme si j'étais libre. D'accord. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui n'auraient pas suivi ce dossier, en quoi consiste du coup la levée de mesures? Qu'est-ce que vous faisiez, que vous ne ferez plus désormais, et qu'est-ce que vous auriez espéré? Alors, les restrictions, enfin les obligations qui étaient liées au contrôle judiciaire étaient déjà de pointer 2 fois par semaine au niveau du palais de justice. On était interdit de publication, de prise de parole dans les médias, etc. Il y avait une restriction également, par exemple, moi je n'avais pas le droit de rencontrer Campagnard et les membres de Houri, sans qu'on m'ait donné une liste de personnes. Donc, je ne sais pas exactement comment on pouvait s'appliquer cette restriction. Et la dernière, c'était l'obligation de demander une autorisation si je voulais sortir du territoire. Donc, à chaque fois que je devais voyager, je devais demander une autorisation au juge voilà, pour me permettre de franchir la frontière. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que du coup, pour vous, c'est une bonne nouvelle ou c'est une nouvelle sans plus?
À partir du moment où on officialise des mesures qui allègent le contrôle judiciaire, ça ne peut qu'être une bonne nouvelle. Maintenant, le problème global n'est toujours pas réglé. Et donc, ça reste quand même un point d'interrogation et on espère que ça sera complètement levé incessamment sous peu. D'accord. Alors, il y a peu, il y a eu la mise en place du cadre permanent de concertation en vue des prochaines élections. Certains membres disent que la levée de mesures de ceux qui étaient sous contrôle était un préalable à leur participation. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Alors bon, déjà, moi, je ne fais pas partie des gens qui ont posé ces préalables. Ce sont des revendications des partis politiques. Il me semble qu'il y avait plus que ça comme conditionnalité qui avait été posée. Et celle-ci n'était pas la plus difficile à mettre en œuvre. Bon, libre à eux de considérer que c'est une condition suffisante pour eux de participer au cadre de concertation. Mais à mon avis, on en fait tout un plat de cette mise en place du cadre de concertation, alors qu'à chaque élection, il y a un cadre de concertation qui est mis en place. Et si l'on se réfère à l'expérience de 2019, ce cadre de concertation existait. Jusqu'à la veille du scrutin, nous étions dans les bureaux de la CENI pour les derniers détails de l'organisation du scrutin. Et ça n'a pas empêché la débandade qui a eu lieu le 24 mars et les jours qui ont suivi. Donc ce n'est pas tout de mettre en place des cadres et que des gens y participent. C'est surtout le respect de ces règles qui sont affichées. Et là-dessus, je pense que personne aujourd'hui ne peut nier la crise de confiance qu'il y a envers les institutions et notamment envers le dispositif qui est mis en place pour l'organisation des prochaines élections. D'accord. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a peu, un cadre de concertation a été mis en place. Le cadre de concertation est pour beaucoup une spécificité africaine parce que justement les citoyens comoriens n'ont pas confiance dans leurs institutions comme bon nombre de pays africains. Donc il va permettre d'avoir une passerelle de discussion entre pouvoir, opposition, société civile lors des prochaines élections notamment. Alors ce cadre est composé de 37 membres dont 14 ou 15 figurent dans un comité de suivi. Ceux-là seront indemnisés mensuellement à hauteur de 250 000 francs, donc 500 €. Donc il y a des membres de la société civile qui figurent dans ce cadre de concertation. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez été contacté pour prendre part à ces discussions ou non? Absolument pas. On a pour habitude, dans les scrutins précédents, lorsqu'il y a des instances qui sont mises en place dans lesquelles il doit y avoir des représentants de la société civile, en général, les organisations de la société civile se réunissent au préalable pour désigner ceux qui vont aller les représenter dans ces instances. Je n'ai pas eu vent d'une telle rencontre ces derniers mois. Donc, je ne sais pas si ça s'est fait et que moi-même, j'en ai pas été informée. Mais en tous les cas, je n'ai pas le sentiment que ça a été fait comme c'est fait habituellement. Donc, je ne sais pas sur quelle base ces personnes qui représentent la société civile ont été désignées. D'accord. Alors, toujours en lien avec les élections, il y a un débat qui est assez virulent sur la participation ou non de l'opposition aux prochaines élections. Vous, quel est votre avis? Est-ce que l'opposition y va, elle n'y va pas? Si elle y va, sous quelle forme? On est impatient de connaître votre position. Alors, je ne sais pas si je dois avoir une position sur l'opposition. Encore votre avis alors. Il me semble que l'opposition a donné des conditionnalités qui lui permettraient donc de participer, sous réserve desquelles elle participerait à ce processus.
Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas comment dire, de confirmation que toutes ces revendications ont été satisfaites. Il n'y a pas véritablement de position de l'opposition sur ces élections. Il y a et comme je le disais tout à l'heure, je pense que tout le monde partage ce sentiment de méfiance vis-à-vis du processus lui-même. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que l'élection de 2019 a été un véritable trauma pour tout le monde. Hein, et aujourd'hui, sur quelle base pouvons-nous faire confiance aux institutions à partir du moment où c'est une seule couleur politique qui domine? La CENI, elle n'est pas représentative des forces politiques du pays. Bon, la Cour suprême, on n'en parle même pas. Donc, à tous les niveaux de l'administration électorale, il y a des suspicions. Et en plus, on est dans un climat où les libertés publiques sont quand même réprimées, sont quand même étouffées. Donc voilà, on a ça sur la table et puis voilà, et on nous sort d'un chapeau un calendrier, une loi, un cadre de concertation et on doit y aller tête baissée. Je pense que c'est, voilà, on en est tous là, que l'on soit, je pense, de la société civile ou d'un parti politique. Il y a beaucoup de questionnements qui ne sont pas résolus. Et je pense qu'on pourra difficilement faire confiance à ce processus tant qu'il restera dans les mains des nationaux. Je pense qu'on a eu ce type de crise par le passé et l'élection qui a été considérée comme menée correctement est celle de 2006 parce qu'il y a eu une implication de la communauté internationale, il y a une sécurisation qui a fait que l'électeur s'est senti rassuré que son bulletin de vote allait être considéré comme tel. Moi, j'ai encore les images de 2019 où on a vu ces gens au Palais du Peuple qui remplissaient des PV de manière aveugle. Alors, je ne sais pas comment on peut effacer ces images-là aujourd'hui avec les mêmes personnes. Donc, quels seraient donc pour vous les préalables? Est-ce qu'il faut des préalables où on n'y va pas? L'opposition n'y va pas, l'opposition y va avec des préalables, quels seraient-ils? Il y a le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine qui était venu il y a quelques jours ici. Il a rencontré des membres de l'opposition, mais de façon un peu dispersée. Est-ce que cela aide le combat? Que l'opposition aujourd'hui, l'opposition comorienne qui a vu, qui a ressenti même dans sa chair la débâcle de 2019, ait été reçue par Adewoye de façon un peu éparpillée. Est-ce que cela aide l'opposition comorienne aujourd'hui? N'eût-il pas fallu que l'opposition parle d'une seule voix? Ah, c'est évident que... Pour moi, on est en face d'un processus exceptionnel. Donc, on dit à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. On ne peut pas aller à cette élection comme si on allait à une élection normale avec plusieurs candidats, avec chacun. D'ailleurs, on ne sait même pas ce que ces candidats-là défendent, à part leur propre personne, la plupart du temps. On ne voit pas de programme en tant que tel qui s'affronte. On ne voit pas de débat d'idées. Et la situation dans laquelle est le pays aujourd'hui, c'est... enfin, on a détruit toutes les bases, tous les fondamentaux. On est sur des fondations qui sont fragiles. Et donc, c'est difficile de concevoir une construction sur des fondations qui sont fragiles. La priorité aujourd'hui doit être justement de renforcer ces fondations pour pouvoir espérer construire quelque chose, construire enfin cet État comorien dont tout le monde rêve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pense pas que le jeu de l'opposition doit être de se disperser, d'avoir plusieurs... On ne sait même plus qui est qui, il y a plusieurs formations, Front commun élargi, Comred, on ne sait même pas qui fait quoi.
Il y a, voilà, toute cette confusion n'aide pas les lecteurs comoriens déjà à faire un choix. Et justement, comme c'est un processus exceptionnel et que la priorité, c'est vraiment de rétablir l'état de droit, parce que l'état de droit est clairement menacé, je pense qu'une candidature unique de l'opposition déjà pourrait être un préalable qui permettrait de regarder plus sérieusement ce processus. D'accord. Alors, certains sont pessimistes, d'autres sont optimistes. Hein. Certains se disent que on va assister plus ou moins à ce qui s'est passé en 2019. Comment vous voyez la prochaine élection? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous la craignez? Non, je ne suis pas optimiste parce que les conditions qui prévalaient en 2019 sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. Il y a peut-être quelques têtes qui ont changé, mais l'esprit et le système est le même. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe différemment. Ce qui ferait que ça se passe différemment, c'est que l'opposition change de stratégie. Voilà. À 5 mois, voire moins des élections, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de faisable, que l'opposition s'unisse et fasse front commun? Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord. Vous êtes experte en gouvernance, si mes souvenirs sont bons. Quels seraient les préalables qui permettraient, selon vous, à une élection libre, transparente et inclusive? Je pense que le nœud du problème, c'est la sécurisation et la transparence des opérations. Donc, si au niveau de la sécurisation, on sait qu'il y a une sécurisation internationale qui assure la neutralité des forces qui vont sécuriser le processus, et qu'au niveau du déroulement des opérations électorales, les assesseurs, ceux qui vont acheminer les résultats, la publication, enfin tous ces éléments du processus électoral se font de manière transparente et que toutes les parties prenantes aient un œil sur ce qui va se passer. Voilà, ce sont des éléments qui peuvent éventuellement. Et au niveau du juge électoral, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau du juge électoral, de la Cour suprême du coup, dont tous les membres sont nommés actuellement par M. Azali Assoumani? Alors là, vous me posez une colle parce que il faudrait qu'ils fassent leur travail en toute impartialité et en toute neutralité. Bon, malheureusement, on connaît la manière dont cette cour fonctionne jusqu'à présent, et ce ne sont pas les qualités qui ont été démontrées jusqu'à présent, mais bon, ils peuvent toujours nous surprendre. Okay. Alors, on va aborder un autre sujet qui est un peu loin des élections, mais pas tant que ça. Azali Assoumani a convoqué une session extraordinaire au Parlement de 15 jours. L'ordre du jour porte notamment sur le renouvellement d'un contrat pétrolier. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'opacité qui entoure cette question, mais est-ce que vous êtes bien informé? Est-ce que vous savez en quoi consisterait ce renouvellement, le nombre de blocs, et pourquoi c'est ce sujet qui importe, qui est important pour les Comoriens et est tenu sous les radars? Comme vous le dites, c'est un sujet qui est sous les radars, donc il y a très peu d'informations qui fusent. Vous êtes à Al-Watoan, donc je pense que c'est Al-Watoan qui a sorti tout un dossier sur le sujet il y a quelque temps, montrant un peu les enjeux de ces contrats. Bon, on nous dit que le contrat arrive à terme et qu'il s'agirait d'une extension d'une année. On n'en sait pas plus. Je ne pense pas que ce contrat est circulé. De ce qu'on entend, apparemment, même les députés qui doivent statuer là-dessus ne l'ont toujours pas reçu. Donc, plus il y a d'opacité d'ailleurs, et plus on se dit que ça doit être très important. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est important de
il est clair qu'à partir du moment où il y a des suspicions qu'il y aurait effectivement des ressources naturelles de cette importance dans la zone, ça ne peut que susciter des convoitises. On voit déjà ce qui se passe dans d'autres pays qui ont cette chance. Alors c'est à la fois une chance et à la fois un élément comment dire, qui suscite la peur, parce que on va en revenir justement à la fragilité de nos institutions et à la fragilité de nos gouvernants. Tout cela ne nous rassure pas sur la manière dont ces dossiers-là vont être traités. Et malheureusement, on oublie qu'il y a un peuple qui est là, qui souffre, qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. Et peut-être que juste 0,1% de cette manne pourrait résoudre beaucoup de problèmes économiques et sociaux du pays. Mais on ne voit pas cette préoccupation ni chez ceux qui nous gouvernent, ni même chez ceux qui s'opposent à eux, parce qu'on ne voit pas très bien comment ces questions-là sont abordées. On dirait que tout le monde se complaît dans l'opacité, et c'est très dommageable pour nous tous. Et il faudrait que la société civile s'investisse aussi beaucoup plus dans la recherche de la vérité et de la transparence sur ces dossiers. D'accord, justement, il y a des internautes qui soulevaient cette question, qui se disaient que ce n'est pas anodin qu'à quelques mois d'une présidentielle, on renouvelle un contrat. Est-ce que dans les pays de droit, c'est quelque chose de faisable ? Qu'un gouvernement ou un chef d'État ou un parlement qui n'est pas sûr, est-ce que ça se ferait à quelques mois d'une élection cruciale, une élection présidentielle, on renouvelle des contrats de cette envergure-là? Bon, déjà, on n'a pas le contrat, donc c'est difficile de se prononcer sur l'impact même de cette signature. Dans un pays, dans un état de droit, il y a la continuité de l'État de toute façon. Donc, des contrats qui sont signés sont honorés, mais bon, comme on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va être signé, c'est difficile de se prononcer. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure, on va faire un petit retour en arrière. Vous parliez tout à l'heure de beaucoup de conditions qui étaient posées, des préalables qui étaient posés par rapport à la tenue de prochaines élections. Ceux qui participent au cadre de permanente concertation disaient par exemple qu'il y a la levée des mesures de contrôle judiciaire, il y a la libération de M. Abdallah Abdou Hassan. C'était quoi les autres conditions ? Il me semble qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques. Dernièrement, il y a une liste qui a circulé avec plus de 50 noms de prisonniers politiques. Alors, on parle souvent évidemment des plus connus, Ahmed Abdallah Sambi, Salami, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup qui sont en juin d'ailleurs. Donc, il y a ça. Il y a alors, il y a eu une ouverture, comment dire, un appel aux politiques qui sont exilés pour les appeler à revenir, etc. Mais tout récemment, on a eu, alors je ne sais pas si l'information est vérifiée ou pas, mais on aurait appris qu'un exilé qui était à Mayotte a fait l'objet Monsieur Henri Fidine. Voilà, d'une expulsion. Donc il est arrivé ici et il a été malmené. Il est en prison. Et voilà, et il est retourné en prison. Donc on n'arrive pas très bien à savoir quelle est la valeur de ces engagements qui sont pris pour assainir la situation et les actes réels qui seront pris par le gouvernement. Donc il n'y a aucune confiance dans la note du ministère de l'Intérieur qui disait que les Comoriens à l'étranger, les exilés politiques peuvent revenir. Il n'y a aucune confiance, une certaine défiance. Il n'y a aucune confiance dans tout ce qui se fait par ce gouvernement depuis 2019. D'accord. Alors, 2018, pardon. Oui. Le 12 avril 2018 exactement. D'accord. Il s'est passé quoi le 12 avril pour ceux qui ne connaissent pas, le 12 avril 2018? C'est le jour où on a mis fin à la Cour constitutionnelle et on a transféré les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Voilà. C'était
début de la débandade. Et peu après, il y a eu le référendum constitutionnel qui a permis à M. Azali Assoumani de se représenter en 2019. Alors, c'est la dernière question, puisque c'était une émission de 30 minutes. Madame Nadia Turki est l'une des figures qui luttait contre Ouamboussou. Ouamboussou, c'est l'opération menée par le ministre de l'Intérieur français à Mayotte. Alors, si vous deviez dresser une opération controversée, si vous deviez dresser un bilan, quel serait-il? Alors bon, déjà, je ne sais pas si c'est à moi de dresser un bilan. Le bilan est fait par ceux qui mènent l'opération. Nous l'avons subi. L'opération est toujours en cours, de ce qu'on comprend. Les dernières déclarations officielles disent que cette opération devrait aller jusqu'en septembre. On sait que les expulsions continuent. Alors, peut-être pas au niveau numérique qui avait été annoncé à la base, mais les expulsions continuent, les retours également. Le bilan, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que cette opération en Bouchou, elle a quelque part réveillé la question de Mayotte de manière générale et la question de notre indépendance inachevée. Et je pense que plus que jamais, les Comoriens sont plus éveillés maintenant sur la question. Et c'est d'autant plus important que je pense que ceux qui travaillent pour scinder l'archipel parient sur une nouvelle génération qui a une autre histoire. Et je pense que finalement, cette opération en Bouchou, elle a permis aux jeunes générations d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de s'approprier cette lutte pour une indépendance complète des Comores. Donc moi, c'est ça que je veux tirer comme bilan aujourd'hui. D'accord. Alors merci beaucoup Madame Nadia Turki, merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Ainsi prend fin cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. À une prochaine fois peut-être.